Eh bien, sois le bienvenu pour cette deuxième partie de cette FAQ, cette foire aux questions de l'année 2025. Voilà, c'est la deuxième partie puisque il y avait vraiment trop de questions que vous m'aviez posées. Donc, bien, sois le bienvenu et puis on va pas non plus blablater 107 ans puisqu'on commence tout de suite avec cette deuxième série de questions. C'est parti, let's go! Prochaine question qui me vient de David, qui me dit: Bonjour Toff, peux-tu faire une liste complète du sac à dos pour le chemin de Saint-Jacques, départ avril jusqu'à fin juin, mais en tenant compte du fait que tu vas dormir que dans du dur, gîte et sans bivouaquer. En gros, l'essentiel d'après ton expérience sur le GR65. C'est pas compliqué, en fait, moi j'ai toujours randonné avec la tente dans le sac à dos. Mais si toi, tu pars en gîte, si tu dors de gîte en gîte, à la limite, regarde, ce petit sac à dos là qui fait 20 litres, ça suffit largement, quoi. Comme ça, tu peux marcher sans gros poids sur le dos. Et dans ton sac à dos, tu vas y mettre un duvet, c'est sûr, parce que c'est dans la plupart des gîtes, c'est obligatoire. Et puis tu vas mettre des vêtements de rechange, affaires de toilette, affaires de peut-être une trousse de secours. Et voilà quoi, le sac à dos, quand tu dors que dans les gîtes, il est ultra léger, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, moi, je n'ai pas trop d'expérience à ce niveau-là, mais voilà, il suffit d'y mettre vraiment le minimum et tu t'en sortiras avec un sac à dos de maximum 4-5 kilos, quoi. La question suivante me vient de Jean-Marie qui me demande: J'ai deux questions pour toi. Alors, d'abord, as-tu abandonné ton projet de van aménagé? Je reconnais que c'est un projet qui coûte assez cher. J'y ai moi-même beaucoup pensé. Le problème n'est pas simplement l'achat du véhicule, mais le carburant qui en découle à rouler toute l'année. Ça représente une somme folle, sans compter l'assurance, les pneus, l'entretien, etc., etc. Alors, bien sûr, mon projet de van aménagé est toujours d'actualité. Comme tu le sais, j'étais parti dans mes recherches pour trouver un van déjà tout prêt, tout aménagé. Mais dans ce cas de figure, c'est hors de prix. C'est en dehors de mon budget parce que j'ai un budget d'environ 10 000 euros. Et quand j'ai fait des recherches sur Le Bon Coin ou ailleurs, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Soit il y avait trop de kilométrage, soit soit excusez-moi, soit l'aménagement qui allait pas. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Donc là maintenant, je cherche un utilitaire nu, que ce soit un Trafic, un Peugeot Boxer, un truc en H2 si possible, c'est-à-dire en hauteur où je peux tenir debout à l'intérieur, et L2, la longueur, qui fait à peu près, allez, on va dire 5-6 mètres de long maximum. Donc voilà ce que je suis en train de chercher, mais c'est toujours d'actualité. Et puis quand je l'aurai trouvé, je croise les doigts, et bien là je ferai l'aménagement à mon rythme, tranquillement, et je te proposerai ça bien sûr sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Ensuite, en ce qui concerne la consommation d'essence en van, pour moi, c'est pas un problème puisque je compte pas faire des centaines de kilomètres par jour, puisque moi, ce que je vois dans l'idée, c'est de faire des petits bonds de puce, c'est-à-dire faire 50, 100 kilomètres maximum dans une journée pour aller rejoindre un point A à un point B, et puis éventuellement me poser quelques jours au même endroit pour aller visiter, pour aller faire des petites randonnées dans le coin, et comme ça faire peut-être le tour de France ou le tour d'Europe avec ce principe-là. Donc pour moi, le budget essence ne sera pas un problème. Alors, autre question que tu n'es pas obligé de répondre si cela te gêne, bien sûr. Suite à ton hospitalisation en Italie, où en es-tu de tes problèmes de santé, as-tu essayé de modifier ton alimentation en évitant le mal de ce siècle, à savoir l'alimentation industrielle à base de produits emballés? Merci pour tes réponses. Alors, depuis mon hospitalisation à l'hôpital de Prato, à côté de Florence, en 2023, quand je marchais sur la Via Francigena,
on m'avait déclaré un ulcère à l'estomac. Et en fin de compte, c'était pas tout à fait à l'estomac, c'était un petit organe juste à côté de l'estomac. Donc c'était moins grave que ce qu'on m'avait dit au début. Et donc depuis, bien sûr, j'ai toujours essayé de manger à peu près, on va dire équilibré, même si je m'accorde de temps en temps une bonne raclette, un bon cassoulet, mais puis de temps en temps un petit verre d'alcool. Mais j'ai jamais fait d'abus particulier. Donc, j'ai pas eu d'autres problèmes depuis et pour l'instant, je touche du bois. Mais voilà, en tout cas, ça se passe bien. Et puis, il avait une dernière question, Jean-Marie. Penses-tu toujours vivre dans les années futures à Cahors ou envisages-tu de vivre ailleurs dans une autre région? Continue de prendre soin de toi, la santé n'a pas de prix. Alors, ben, merci beaucoup déjà, Jean-Marie. Alors, ben, tout va être fonction de quand est-ce que je trouverai mon fameux van. Puisque quand j'aurai mon van, mon but, ça sera non pas de rester à Cahors, mais ça sera vraiment de naviguer dans toute la France pour venir vous voir, hein, tous ceux qui avaient fait la demande pour que je vienne marcher chez vous. Donc ça, je le ferai bien sûr, mais j'aurai peut-être un pied-à-terre à Cahors, là où ma maman habite. Donc là, j'aurai un pied-à-terre à Cahors. J'y reviendrai de temps en temps, mais quand j'aurai mon van, je bougerai beaucoup plus. Donc à y vivre pratiquement à l'année à l'intérieur. Donc ben voilà, Jean-Marie, pour la réponse à tes questions. Et toujours par rapport à l'achat du van, il y avait également Patricia qui m'avait demandé, je reviens sur ta recherche de vivre dans un camping-car, où en es-tu de ce choix? Alors c'était pas un camping-car, c'était plus un van ou un fourgon aménagé. Donc voilà, j'y ai juste répondu juste avant, Patricia. Donc ben, j'espère avoir répondu à ta question. La question suivante me vient de Monsieur M de Belgique. Donc bonjour à la Belgique d'ailleurs. Et voici sa question. Pourquoi t'es-tu mis à la rando? Étant abonné depuis le début à ta chaîne, merci beaucoup, et ayant regardé pratiquement tous tes vlogs, je me demande si au début c'était pas pour fuir tes problèmes. Et maintenant, est-ce toujours pour fuir quelque chose? Le fait de ne pas avoir de chez toi, par exemple. Peut-être que je me trompe complètement. Bonne continuation. Et PS, on n'est pas là pour juger, juste pour comprendre. Alors, d'abord, ta première question, pourquoi je me suis mis à la rando? Eh bien, du moment où j'ai été à la retraite, fin 2020, j'étais jeune hein, pour un retraité, j'avais même pas 53 ans. Et donc, ben, je me suis dit, la retraite, c'est l'occasion pour pouvoir bouger, pour pouvoir explorer le monde. Et ben là, je me suis dit, j'aimerais bien, j'ai toujours été proche de la nature et je me suis dit, eh bien, ça serait l'occasion idéale pour pouvoir ben, marcher sur un chemin pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'en faisant des recherches, je suis tombé donc en 2022 sur le chemin de Compostelle que j'ai fait d'une seule traite. Et après, s'en est suivi la Via Francigena, le Japon. Et puis cette année encore, ça continuera. Donc j'ai été piqué par le virus de la rando et maintenant, je ne pourrai plus m'en passer. Donc voilà un peu comment je me suis mis à la rando. Et puis après, est-ce que c'était pour fuir des problèmes? Ben, oui et non, quoi. Des problèmes, je ne sais pas si c'est vraiment des problèmes, mais le fait de partir marcher, c'était plutôt pour fuir un peu peut-être l'ennui que j'avais ici à rester à Cahors, et puis pour m'oxygéner, pour voir autre chose, faire des rencontres. Non, le fait de ne pas avoir de chez moi, c'est pas ça qui m'a poussé à faire de la rando. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Prochaine question de Isabelle Randonne. Alors j'imagine qu'elle a peut-être une chaîne YouTube, je regarderai, mais je regarderai après avoir tourné cette vidéo et je te mettrai en incrustation eh bien, si Isabelle Randonne a une chaîne YouTube. Voilà. Donc, bonjour Christophe, quel est le prochain pèlerinage? Où est Sophie? La reverrons-nous sur les chemins? Alors, le prochain pèlerinage, je ne sais pas si ça sera vraiment un pèlerinage, mais il y aura
peut-être une, voire peut-être deux grosses randonnées cette année. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a encore rien de déterminé. Donc pour l'instant, je ne peux pas te répondre, puisque moi-même, je ne le sais pas. Et reverrons-nous Sophie bientôt avec moi? Ben oui, bien sûr, comme je l'ai dit également. Sophie sera donc avec Pierre et moi au mois de mars pour aller en Hongrie. Mais là, je ne ferai pas de vidéo, hein, je ne pense pas. Mais vous reverrez Sophie avec moi et Pierre donc dans une randonnée qu'on va faire au printemps. Enfin, normalement, hein, c'est comme ça que c'est prévu. Donc, comme je l'ai dit, soit en Espagne, au Portugal ou peut-être un peu plus bas. Mais oui, vous allez bientôt revoir Sophie sur la chaîne. La prochaine question me vient de JM Nti, qui me demande: bonjour Toff, envisages-tu de reprendre le chemin pour Compostelle? Alors, le chemin de Compostelle, bien sûr, je l'ai fait en 2022, hein, comme tu dois sûrement le savoir. Et je n'exclus pas ça. D'ailleurs, par rapport à la randonnée qui est prévue normalement au printemps, eh bien, c'est possible que ce soit sur un chemin de Compostelle. Je ne sais pas encore, rien n'est sûr. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, bien sûr. Et même en solo, ça pourra se faire. Bien sûr, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Marie-Christine me pose la question suivante. Depuis bien longtemps, je me pose cette question. Quel matériel utiliser pour vos vidéos et comment faire et comment faites-vous en vous remerciant? Alors, eh bien, c'est simple. J'utilise moi essentiellement mon téléphone pour tout filmer. Et donc là, vu que maintenant j'ai deux caméras, bon, caméra, c'est un ancien téléphone hein, que j'utilise comme deuxième caméra, eh bien, je peux te montrer en direct. Donc voilà le téléphone que j'utilise, hein, le S23 Ultra, avec lequel je fais tout avec. Donc je monte, je filme, je publie. Et donc là, voilà, là c'est l'émetteur, le récepteur, pardon, du DJI Mic que je branche en USB. Là, j'ai mis une petite rallonge, puisque avec ma coque de téléphone, ça ne rentrait pas. Donc comme tu peux le voir, quand je parle, il y a une petite diode qui montre que le son passe bien. Donc voilà. Mais pour répondre plus précisément à ta question, eh bien, je vais faire une vidéo très prochainement pour justement expliquer toutes les coulisses, tous des conseils pour filmer, pour commencer éventuellement à filmer, que ce soit en randonnée ou pas d'ailleurs. Et je montrerai plein de petits trucs et astuces. Je montrerai tout mon setup que je ne montre jamais d'habitude. Et donc là, bien sûr, je te montrerai ce que j'utilise comme matériel, tout ce qui est par rapport au montage, à la publication, à la confection des miniatures pour les vidéos. Je te montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, dans quelques semaines. Alors, la prochaine question me vient de David sur Instagram, puisque vous avez été aussi quelques-uns à me poser des questions sur Instagram ou Facebook. Et donc, David me pose trois questions. La première, quel est le repas le plus inattendu que tu as mangé sur le chemin de Shikoku au Japon? Alors, si je me rappelle bien, on prenait essentiellement des repas déjà tout prêts. Donc, c'était à base de riz, de pâtes, avec soit du poulet, du bœuf, enfin tout ça. Mais après, j'ai un souvenir d'un fruit qu'on avait acheté sur le bord du chemin, un fruit hyper acide. D'ailleurs, tu le retrouves dans une des vidéos de ce pèlerinage du Japon. Voilà, c'est sur le bord de la route. Des gens qui vendent pour 300 yens, ça vaut 2 euros, des fruits dans des petits sachets. Donc on va y goûter. Bon ben, C'est dégueulasse. le fruit. Ah, je sais même pas si c'est des fruits. On a perdu 600 pour rien. C'est hyper acide. Ah. Non, c'était pas une bonne idée. Après, il y a des petits noirs à côté, on va voir. On va les mettre en eau froide ou au bordel. Hein. Bah ouais. Peut-être que les noirs sont meilleurs. Attends, ouais. Oh bah ça on dit. Oh là.
Gouton On dirait un pruneau gouton décomposé. olive. Ah, ah, c'est encore pire. À mon avis, ils sont décomposés. C'est fini, Ah. ils s'emballent. Non, Ils doivent bien se marrer là. faut oublier là. Mais après, les Japonais, ils ne font pas non plus de nourriture extravagante comme tu peux retrouver peut-être en Chine. Mais après, vu que je ne suis pas trop crustacé et poisson non plus, donc j'ai pas eu l'occasion de trop goûter à ça. Donc non, j'ai pas de repas inattendu. Ensuite, as-tu déjà eu envie de tout arrêter au milieu d'une randonnée? Douleur, fatigue, doute, et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer l'aventure? Alors, une envie de tout arrêter? Non. Enfin, personnellement, non. Quand je suis parti, en fait, quand je pars, que ce soit sur les 3 grosses randonnées que j'ai pu faire les 3 dernières années, pendant le cours de la randonnée, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Alors, ce qui m'a motivé, c'était justement l'envie d'aller jusqu'au bout. Donc, c'était d'aller jusqu'à Compostelle, jusqu'à Rome et de faire le tour de l'île de Shikoku. Mais après, ça a été par exemple en 2023 sur la Via Francigena. Mais ça, c'est parce que en fait, après la Via Francigena à Rome, avec Pierre, on avait commencé à entamer la voie d'Arles. On était parti donc de Arles et on s'était arrêté, je crois, à Castres. Et là, ça faisait pratiquement 6 mois qu'on marchait. Pierre avait des problèmes de chaussures qui étaient complètement usées. On n'arrivait pas à les faire réparer. Et puis il y avait la fatigue aussi. Au bout de presque 6 mois de marche, à un moment donné, il y avait une certaine fatigue. Et là, on a arrêté. On n'est pas allé au bout de la voie d'Arles, même si on n'était pas très loin de Toulouse. Mais là, voilà, on était fatigué, donc c'est la seule fois où on n'est pas allé au bout. Mais on avait fait vraiment le chemin qu'on s'était fixé au départ. C'était de partir de Canterbury et d'arriver jusqu'à Rome. Donc voilà. Et enfin, la troisième question de David. Y a-t-il une randonnée qui t'a tellement marqué que tu rêves d'y retourner souvent? Une randonnée qui m'a marqué, j'en ai pas fait des masses jusqu'à maintenant. Ça a été surtout des grosses randonnées. Mais je sais que Compostelle, par exemple, comme j'ai pu y répondre tout à l'heure, Compostelle, j'y retournerai. Alors, sûrement sur un chemin que je n'ai pas encore fait. Donc, je ne ferai pas la voie du Puy, mais je ferai peut-être la voie d'Arles. Bon, je l'ai fait en partie, mais peut-être la voie de Vézelay, la voie de Tours. Et puis en Espagne, pourquoi pas faire, je sais pas moi, le Camino del Norte ou je ne sais pas, mais l'Espagne, ça m'avait bien plu. Et puis en plus, les Espagnols sont sympas, la vie est pas trop chère et voilà, on fait beaucoup de rencontres. Donc oui, absolument. Ensuite, une question toute simple qui me vient de Justine, qui me demande: que dirais-tu à quelqu'un qui n'a jamais fait de randonnée pour l'encourager à essayer? Alors, j'en ai déjà parlé de temps en temps sur quelques vidéos de la chaîne, mais si j'ai qu'une seule chose à dire pour inciter quelqu'un à partir randonner, c'est que quand tu marches tous les jours comme ça, même si c'est pas une très longue randonnée, même si c'est qu'une semaine ou deux, eh bien, le fait de te retrouver dans la nature, ça te reconnecte avec les éléments, ça te permet de vivre à l'air pur, de pouvoir ben, prendre ton temps, parce que dans notre société actuelle, on ne prend plus le temps de faire quoi que ce soit, mais ça te permet de prendre ton temps, d'admirer les paysages, de faire des rencontres, de discuter avec des personnes d'horizons différents du monde entier. Et puis, deuxième point, c'est que le fait de marcher tous les jours comme ça, c'est excellent, mais excellent à la fois pour le corps, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau circulation sanguine, au niveau des muscles, de tout. C'est vraiment excellent pour tout. Et puis même pour la tête, quoi. Ça te donne des bulles d'oxygène dans la tête. Et franchement, même quand tu marcher 1 heure ou deux tous les jours, si tu veux,
eh bien, ça te fait un grand bien quand tu as terminé, quand tu rentres chez toi, tu te sens apaisé. Et donc, ben voilà, j'espère à travers ces mots encourager d'autres personnes que toi, peut-être Justine, pour pouvoir partir marcher. Pas forcément longtemps, mais marcher. Il n'y a rien de tel. La prochaine question, on arrive bientôt à la fin de cette FAQ, hein, je te rassure. Elle me vient de Marie-Noël. Alors, coucou Toff, merci pour ce que tu fais, tes conseils me sont précieux. Je suis toujours en recherche d'informations pour choisir une tente légère. Au Japon, tu couchais souvent à la belle étoile pendant que Pierre t'empruntait ta toile autoportante, tandis que celle de Pierre, semble-t-il, ne l'était pas. Peux-tu me dire si la tente autoportante peut être utilisée sans piquet, météo favorable bien sûr, où mettiez-vous vos sacs, dans l'habitacle ou à l'extérieur sous l'abside, et pourquoi? Que penses-tu des tentes monoparois? La condensation est-elle vraiment un problème? Peut-être y en a-t-il aussi dans les doubles parois. Alors, pour ta première question, eh bien, une tente autoportante, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as monté l'arceau dessus, tu peux la poser où tu veux, puisqu'elle est déjà tendue, et donc tu peux la poser n'importe où. Et si tu utilises que le toit de la tente sans mettre le double toit, tu peux, tu peux même la poser sans piquer. C'est très souvent arrivé que, ben, au Japon, par exemple, je mettais la tente sous un abri, donc sur du béton. On ne pouvait pas planter les piquets. Et tu peux très bien, si tu mets que la paroi principale, eh bien, ne pas mettre de piquet. Après, il y a une solution. Si tu veux mettre le double toit et que tu ne veux pas planter de piquet, tu peux quand même, en quand même fixant avec les petites sangles de la tente, tu peux ne pas mettre de piquet, mais le problème c'est que ton double toit ne sera pas tendu. Donc voilà, ça, le double toit collera ta tente principale. Et donc du coup, ben, j'en reviens à ta deuxième question par rapport à la condensation. Alors, les tentes monoparois, je ne suis pas très fan parce que souvent elles se montent avec deux bâtons de marche. Et souvent, on dit souvent qu'il y a plus de condensation sur des monoparois que des doubles parois. Après, avec une double paroi, bien sûr, il t'arrive d'avoir de la condensation. Mais assez rarement quand même à l'intérieur de la tente, puisque le plus gros de la condensation se passe au niveau du double toit. Et si ton double toit ne touche pas ta tente principale, c'est normalement, tu n'as pas de condensation à l'intérieur de la tente. Donc voilà. Où mettiez-vous vos sacs? Dans l'habitacle ou à l'extérieur sous l'abside? Et pourquoi? Eh bien, moi, le sac à dos, je le mettais toujours à l'intérieur, puisque, comme j'en avais déjà parlé il n'y a pas longtemps de ça, le sac à dos, souvent, il y a de la nourriture dedans. Et pour éviter, surtout quand tu es en pleine nature, que des animaux sauvages soient attirés par l'odeur de la nourriture, donc moi je mettais toujours, et puis Pierre aussi, il me semble, oui, on mettait toujours le sac à dos dans la tente, comme ça au moins ça évitait que on attire des animaux pendant la nuit, quoi. Donc ben voilà, j'espère avoir répondu, Jeanne-Marie-Noël, à tes questions. Ensuite, là maintenant, j'ai une autre question de Danny Coco, qui m'en avait déjà posé au début de la vidéo. Et là, il me demande, pourrais-tu récapituler tous les autres youtubeurs avec qui tu as sympathisé et dont tu donnes la chaîne? Je ne le fais pas tout de suite et après j'oublie dans quelle vidéo tu en as parlé. Sauf ton ami Pierre, évidemment, déjà célèbre. Oui, donc, eh bien, en youtubeur que j'ai croisé, il y avait Sur les pas de la marmotte, que j'avais croisé sur la Via Francigena, qui fait de temps en temps des vidéos également. Toujours en France, on avait croisé Ben Camino, qui avait marché sur le Camino portugais, qui a fait l'année dernière le Camino Primitivo. Donc il y a ces deux personnes-là. Et après, c'est essentiellement des petits youtubeurs, je n'ai pas leur nom en tête. Mais sinon, je n'ai pas encore rencontré, on va dire, les gros youtubeurs de la randonnée, comme par exemple l'Instant Vagabond ou
Radio Camino par exemple, ou David Blondeau. Je ne les ai pas rencontrés. Mais voilà à peu près les youtubeurs, on va dire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur les chemins. Ensuite, une question d'Antoine, qui pose une question sur l'alimentation. Je me posais une question donc sur l'alimentation. Avec Pierre, j'ai eu l'impression de vous voir dans certaines vidéos manger du fromage et des vieux sandwichs restés plusieurs jours dans le sac. Vous avez un système pour les conserver plusieurs jours. J'ai toujours peur avec les repas et le jambon notamment qu'ils me rendent malade si je le laisse dans le sac avec le soleil qui tape dessus. Des conseils à ce niveau, merci pour toutes tes vidéos et merci Pierre aussi. Je passe vraiment de super moments grâce à vous. Merci beaucoup Antoine. Alors, dans les vidéos, c'était surtout sur la Via Francigena, il nous arrivait souvent de manger des sandwichs le midi et parfois le soir. Et nous, ce qu'on prenait déjà au niveau du pain, on essayait de prendre du pain qui se conserve, allez, on va dire 2 jours à peu près. C'est souvent du pain aux céréales ou du pain complet qui se garde un peu plus longtemps que du pain blanc. Et après, au niveau de la charcuterie, eh bien, souvent, nous, on mettait, quand c'était avec du jambon ou de la charcuterie dans les sandwichs, on les préparait à l'avance. Donc, déjà, la charcuterie était protégée par le pain. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on avait acheté un rouleau de papier aluminium et on les enroulait à l'intérieur et on les mettait dans un sac plastique après, dans le sac à dos, qu'on mettait dans le sac, mais on ne les mettait pas au-dessus du sac, ni même à l'intérieur du sac sur le dessus. On essayait de les mettre un peu plus profond dans le sac, de façon à ce que le soleil ne tape pas directement dessus. Donc voilà un peu les conseils que je peux te donner par rapport à ces sandwichs. La prochaine question me vient de Sandrine, qui me demande: depuis combien de temps faites-vous de la randonnée, rythme et durée pour que ce soit efficace? Alors, peut-être que tu débarques sur la chaîne, mais je fais vraiment de la randonnée au long cours, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que depuis 2022. Donc là, cette année, ça sera la 4e année. Et avant cela, bien sûr, j'aimais bien marcher. Je faisais des petites randonnées à la journée, comme ça, j'allais marcher à droite et à gauche. Même quand j'étais à Paris, je faisais mes déplacements essentiellement à pied. Donc j'ai parcouru Paris en long, en large et en travers. Mais bon, c'est pas pareil, hein, c'était pas dans la nature. Et puis, en fait, après, tu me demandes le rythme et la durée idéale pour que ce soit efficace. Il n'y a pas vraiment de durée minimale pour que ce soit efficace. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le fait de marcher ne serait-ce qu'1 heure par jour, même 2-3 fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. Et donc, déjà, tu en ressentiras les bienfaits de marcher 1 heure ou 2 par jour. Donc, il n'y a pas vraiment de durée, de rythme idéal, puisque moi, je marche vraiment tranquillement. Je marche à mon rythme pour profiter de toute la nature qui m'entoure. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Sandrine. Ensuite, la deuxième salve de questions de Chantal, qui m'a posé beaucoup de questions et ça fait bien plaisir. Alors, quelle est ma couleur préférée? Le bleu. D'ailleurs, sur Compostelle, hein, j'avais un chapeau bleu, une veste polaire bleue, un t-shirt bleu. Quelles sont tes qualités principales, même si elles transparaissent déjà nombreuses dans tes vidéos? Alors, je dirais en qualité la générosité. Je n'ai pas peur de donner de mon temps ou même de donner tout court. Moi, je suis quelqu'un de généreux, je pense. Après, il y a la gentillesse. Même, on m'a dit par le passé que j'étais trop gentil. Et ça m'a valu des fois des déboires, enfin des arnaqueurs, on va dire, qui sont tombés sur ma bouille. Donc oui, la gentillesse. Et puis après, je pense être à l'écoute également. C'est-à-dire que je sais prendre le temps d'écouter les gens qui ont besoin de parler ou de se confier ou quoi. Donc ça, à ce niveau-là, oui. Et puis la franchise, ça c'est sûr. C'est, je pense, une de mes qualités principales. C'est que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un,
je vais le dire franco, même si ça doit blesser parfois, mais je préfère tout le temps les rapports francs et honnêtes que des gens qui vont être hypocrites en disant oui, non, t'inquiète, tout va bien. Et puis en fait, ils en pensent pas moins. Et puis par derrière, ils vont te donner un coup de couteau dans le dos. Donc voilà, je pense mes principales qualités. Et puis après, au niveau des défauts, c'est pas toujours évident, mais je pense être un peu impatient, c'est-à-dire à pas mal de niveaux. L'impatience, par exemple, si je vois quelque chose qui me plaît dans le commerce ou sur Internet, eh bien, je vais tout faire pour l'avoir rapidement. J'ai du mal à attendre d'avoir cet objet. Et puis après, au niveau des rapports humains, je pense peut-être que j'en demande peut-être trop aux autres. C'est-à-dire que je suis peut-être un peu trop exigeant par rapport à certaines personnes de mon entourage ou de mes amis, où j'en demande sûrement un peu trop. Donc je ne sais pas si c'est parce que quand je suis ami avec quelqu'un, peut-être que je m'investis peut-être trop, mais bon, je me soigne, je te rassure, par rapport à ça. Ah, et puis un autre défaut éventuellement aussi que j'aurais, c'est peut-être d'être trop perfectionniste. C'est-à-dire que quand je fais les choses, j'aime bien qu'elles soient bien faites, quitte à y passer du temps. Mais par exemple, pour les vidéos, pour les vidéos, par exemple, là, c'est ma troisième journée de tournage pour cette FAQ. Parce qu'il y avait toujours un petit truc qui allait pas. Donc, et pour le montage, c'est pareil. Et c'est pareil pour tout, en fait. Quand je fais quelque chose, j'aime bien qu'elle soit bien faite. Que détestes-tu le plus chez les autres ou dans la vie en général? Alors, ça va être simple. Je déteste les gens égoïstes et j'aime pas les cons. La connerie humaine, que ce soit à tous les niveaux, hein. Je déteste ça. Les gens qui agissent par égoïsme ou par... les gens prétentieux aussi, j'aime pas. Et puis, les gens qui se la pètent, quoi. Voilà, j'aime pas ce genre de personnes. Ah oui, et puis une autre chose que je déteste chez les gens, c'est tous ceux qui maltraitent les animaux, quels que soient les animaux, que ce soit les chiens, les chats, les, les chevaux, enfin n'importe, tous les animaux de la planète, je déteste ça. Dès que je vois quelqu'un qui est en train de frapper son chien, j'ai envie de lui en foutre une. Ça m'horripile, ça me met hors de moi. Ensuite, les qualités que tu apprécies le plus chez les autres, j'aime bien les gens qui sont nature en fait, qui ne se posent pas de questions, qui sont eux-mêmes, qui sont authentiques. Voilà, les gens qui sont francs, ça aussi, la franchise, c'est quelque chose de primordial. Je préfère quelqu'un qui me dise en face merde plutôt qu'ils me disent oh non, tout va bien pour pas me vexer ou par hypocrisie. Donc voilà ce que je préfère chez les autres. Quelles sont tes plus grandes joies, tes plus grandes peines, ton regret le plus marquant? Bon, j'ai eu une joie en arrivant à Compostelle. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Les plus grandes joies dans ma vie, c'est quand je suis tombé amoureux, par exemple. Ça m'est arrivé dans ma vie. Et après, Chantal me demandait mes plus grosses peines. Alors, bizarrerie du calendrier, justement. Il m'est arrivé, il y a eu un événement dramatique dans ma famille, là, tout dernièrement. Mais je t'en parle juste avant. Là, je te propose juste déjà de te montrer ce que j'avais déjà préparé. Puisque, comme je le disais précédemment, j'en suis à la quatrième prise de cette FAQ, surtout la deuxième partie. Et voilà, c'est mon côté perfectionniste. Mais voilà, je te laisse d'abord avec la plus grosse peine que j'avais préparée au départ. La mort de ma chienne, Uska, elle avait 11 ans quand elle est partie.
Et franchement, des fois quand j'y repense, ça me fait des frissons. Mais j'en ai pleuré pendant des jours et des jours. C'était horrible. C'était pour moi, cette chienne, c'était une chienne en or. On était fusionnels, elle et moi, et elle me comprenait, je la comprenais. Rien que dans son regard, déjà, je savais ce qu'elle voulait. Et franchement, sa disparition a été un déchirement pour moi. Et donc là, maintenant, ben, comme je te le disais juste avant, nous sommes aujourd'hui le 5 février et il y a une semaine de cela, j'ai eu un décès dans ma famille. C'est ben, ma maman qui nous a quittés. Et, euh, et donc, du coup, ben, ça rentre dans le cadre de cette question de mes plus grosses peines, puisque bon, là, ça va un peu mieux quand même depuis une semaine. Mais voilà, alors j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je le partage sur ma chaîne YouTube. Et après y avoir réfléchi, je me suis dit que quelque part c'était lui rendre un dernier hommage, le fait de parler d'elle, de partager cela avec toi, puisque comme je l'ai toujours fait depuis le début de la chaîne, ben, je partage pratiquement tout avec toi. Donc, ben voilà, donc ma maman, qui s'appelait Jacqueline, est donc partie presque à l'âge de 90 ans. Elle aurait eu 90 ans au mois de mai prochain. Et ben voilà, quoi. Donc, je ne veux pas non plus faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, c'était ma manière à elle ma manière à moi d'avoir une pensée pour elle. Et ben, repose en paix, maman. Ben, ça rejoint toujours un peu la randonnée, mais rappelle-toi, quand j'étais parti sur Compostelle, j'étais parti après arriver à Santiago, de continuer sur le chemin portugais à l'envers pour aller rejoindre Lisbonne et Porto, enfin Porto, Lisbonne et Faro. Et puis après ma tendinite que j'avais eue, je ne pouvais pas continuer. Donc là, ça a été un regret de ne pas être allé au bout de mon projet initial. Je te dis comme ça les regrets. Et par rapport aux réponses que je peux t'apporter, je te dis ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Et enfin, elle me demande, es-tu croyant? Je crois à quelque chose. Je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est Jésus, si c'est quelque chose, mais je crois en une force invisible. Je crois beaucoup en l'énergie, que ce soit l'énergie de la nature ou l'énergie que peut te procurer un arbre ou même l'énergie humaine que les gens peuvent dégager. Ça, je suis sensible à ce genre d'énergie. C'est comme ça que quand une personne émet des ondes négatives, ben, j'ai tendance un peu à le ressentir. Bon, des fois, je dois avoir le nez bouché parce que des fois, je suis tombé sur des gens qui avaient de mauvaises intentions et je ne les ai pas vus venir. Mais bon. Et enfin, Chantal, qui me demandait la dernière question, quelle est là ou les choses que tu n'as pas encore faites et que tu rêves d'accomplir? Activités, voyages, lieux particuliers, un ou des rêves non encore réalisés. Alors moi j'ai deux grands rêves dans la vie que j'espère accomplir avant de mourir. Ça serait de voir des aurores boréales, aller dans les pays scandinaves par exemple et admirer les aurores boréales. Ça, je trouve ça un spectacle grandiose de la nature. Et puis nager avec des dauphins en liberté, pas dans un parc bien sûr. J'avais déjà eu l'occasion, quand j'étais allé à Tenerife en bateau, de voir des dauphins qui nageaient à côté du bateau, mais je n'avais pas eu l'occasion de nager avec. Donc, ben voilà, quoi, c'est un de mes rêves. Et bien voilà, cette FAQ est enfin terminée, cette deuxième partie. Il n'y aura pas de troisième partie, bien sûr. Donc, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses,
que ce soit sur moi ou sur le thème de la randonnée ou sur mes précédentes expéditions. En tout cas, eh bien, merci encore de ta présence et de ta fidélité. N'hésite pas à t'abonner si tu découvres cette chaîne. N'hésite pas à faire plein de commentaires. Et puis, si tu as d'autres questions, bien sûr, même en dehors de la FAQ, n'hésite pas dans les commentaires. Je réponds à absolument tous les commentaires. Donc, eh bien, je te retrouve très très vite, c'est-à-dire vendredi prochain, à partir de 18 h, pour une nouvelle vidéo sur le thème, le grand thème de la randonnée. Allez, à très très vite. Ciao!